Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, messieurs, nous accueillons Nicolas Duep. Bonjour Nicolas. Bonjour Maury. Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk. Très sympa de te recevoir. Nicolas Duep, tu as 47 ans. Tu es marié depuis 24 ans. Tu es père de 4 enfants. Ça, c'est une belle présentation. Et tu es également entrepreneur dans la tech depuis 1998. Tu es passé par pas mal de projets. Tu as notamment lancé avec des associés en 2006 Selfish, qui était une des boîtes pionnières des contenus mobiles, qui a été déployé dans 8 pays européens. Tu as racheté Selfish en 2015 et tu as fait faire un pivot vers le streaming vidéo thématique par abonnement avec un nouveau nom, Alchemy. Et en novembre 2020, passage important de ta boîte, tu l'as introduit en bourse. Mais on va pas parler d'Alchemy, on va parler de ce qui s'est passé 5 mois après novembre 2020, en mai 2021. Et pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent, tous ces gars qui ont un rythme un peu intense avec le boulot, on va parler de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais de votre capital énergie, la pierre angulaire de n'importe quel projet, de n'importe quelle boîte, de n'importe quelle idée que vous aurez. Où en est votre capital énergie? Comment vous fonctionnez votre capital énergie? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous tenez la distance? Comment vous rechargez au quotidien? Voilà, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas un côté moins viril de prendre du temps pour voir où on en est à ce point-là. Mais c'est un sujet important et Nicolas qui est avec nous l'a vécu dans la chair, si on peut le dire, c'est un peu comme ça. Parce que du coup, je reviens sur la boîte que tu avais lancée avec Alchemy. Tu la lances en bourse, mais 5 mois après, tu es à vélo. C'est l'une de tes passions. On est le 9 mai 2021. Tu es à vélo, tu es tout seul et là, crise cardiaque. Ouais, exactement. Alors, je suis un gros cycliste. Je fais 12 000 km par an, donc j'avais du foncier. J'avais pas de défaut cardiaque ou quoi que ce soit, mais effectivement, à 11h du matin, j'étais dans la côte et le cœur a lâché brutalement. Et le miracle, c'est qu'au moment où mon cœur lâche, derrière, 3 vélos qui étaient même pas ensemble, un médecin et 2 gendarmes qui vont arriver à ma hauteur et qui vont me prendre en charge et qui vont commencer à masser. Protéger, alerter, secourir, ils connaissent. Ouais. C'est des pros. Et le médecin va se mettre à la pompe, à masser. Un camion de pompiers va arriver, un deuxième, mais ils n'ont pas l'équipement. Et puis, en fait, c'est pas un problème de rythme cardiaque, c'est que le cœur est bouché. Et c'est ce que comprendra le SAMU au bout de 45 minutes, faisant des injections d'adrénaline. Et donc, en fait, je me retrouve sans cœur pendant 53 minutes. Voilà. Et le miracle n'allant pas tout seul, c'est que derrière, je suis opéré. Tout de suite, j'ai passé du temps dans le coma, on pourra y revenir. Et puis, je vais ressortir assez vite parce que, justement, je suis sportif. Mais quand je ressors avec la chance que j'ai d'avoir une femme extraordinaire qui accepte de me ramener à la maison alors que je parle plus, je marche plus et il va falloir que je recommence la rééducation de tout ça. Je vais le faire pendant 5 semaines de façon hyper active et puis au bout de 5 semaines, en fait, j'ai un tampon avec un test d'effort, un bon de sortie. Et là, en fait, gros déni d'accident, on se croit invincible, je repasse au bureau, la boîte, comme tu le disais, était introduite en bourse, on se sent indispensable, on se sent incontournable, on se sent responsable. Et puis, je vais passer tout l'été obnubilé par ma capacité à revenir comme avant. Et tous les jours, je mesurais l'écart qu'il y avait entre l'ancien Nicolas et le nouveau pour pouvoir progresser. Et seulement fin août, j'annoncerai au conseil que je vais reprendre tous les mandats et on recommence. Voilà, et je vais, dès fin août, revenir à nouveau le directeur général d'Alchemy. En fait, la blague va durer 1 mois et demi. Le temps de se retrouver en octobre avec le temps pluvieux, la fatigue qui arrive, submergé par une immense fatigue normale après tout ce qu'on a vécu à ce moment-là, et en plongeant dans une forme de dépression qui fait que tous les matins, j'étais la tête sous l'oreiller en train de pleurer, j'avais pas envie d'y aller. Je voulais pas aller dans la boîte. Et tu sais, c'est quand t'es pas aligné et que tu dois donner l'impression aux gens que tout va bien, que tu as des réponses encore pour tout, tu as l'énergie pour tout le monde, alors que t'es même pas capable de te mettre debout. C'est horrible. Et donc, je vais lâcher l'affaire début novembre. Je vais informer le conseil que je quitte tout, j'arrête tout. Tu donnes la boîte que t'as dirigée pendant près de 20 ans, puisque s'il y avait différents cycles et des salariés qui sont là depuis 20 ans.
Et en plus, j'ai pas le droit de le dire, parce que comme tu es une boîte cotée, t'as pas le droit de donner cette information-là. Donc ça a été terrible de passer un mois dans le silence, pouvoir en dire à personne ce qui m'arrivait. Et encore miracle, je rencontre 2 jours après le moment où j'annonce que je quitte la boîte, Pauline, qui est aujourd'hui la directrice générale d'Alchimie, l'ancienne patronne d'Universal Pictures, et qui va me dire OK, ça m'intéresse, je prends le job, et 3 semaines plus tard, qui continue l'aventure Alchimie. Et moi, l'histoire pourrait déjà être à ce stade-là déjà complète, mais en fait, le déni va très loin. Et le début janvier, je me remets sur un vélo et je repars en faisant fi de toute forme de problème neurologique. Et donc, je vais faire du vélo, il pleut, c'est un mardi matin. Et là, il y a à Longchamp, à Paris, dans l'ouest parisien, beaucoup de vélos qui tournent autour de l'hippodrome. Et il y a 3 vélos qui sont devant moi, qui tombent. Donc, je tape dedans, j'ai aucun réflexe, et je fais un soleil et je me brise les 2 poignets. Et je suis opéré des 2 poignets. Donc, pour ceux qui ont déjà vécu de ne pas avoir de bras, c'est humiliant. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie, vous ne pouvez rien faire tout seul. Et ça fait très mal. Et puis le 1er avril, je suis un fan de ski, et là, du coup, j'ai pas eu de saison de ski, et donc ma femme m'emmène faire du ski. Je fais une journée, et à la fin de la journée, la petite piste verte tout bas, truc tout con. Mon ski tape dans un caillou sous la neige que je vois pas, soleil, et là, je me casse l'épaule gauche et la main droite. Donc, à nouveau isolé. Okay. Alors, les messages, ils sont durs à entendre, mais là, ils étaient clairs, et là, je me suis dit, je lâche tout. Et en fait, derrière, j'ai été pris en charge en neurologique. Je suis toute une rééducation avec un orthophoniste, etc. Parce que problème de mémoire, problème de concentration, ton cerveau se fatigue très, très vite. Donc, quand tu as l'impression de suivre, mais en fait, tu fais autre chose. Et puis, quand ça tape, t'as pas de réflexe. Voilà. Donc, c'est pas que je faisais des trucs incroyables, absolument pas. Mais c'est juste que, en fait, c'était des failles qui étaient celles des formes de séquelles de l'accident, parce que le miracle, c'est d'être en vie, le miracle, c'est d'être aujourd'hui, et quand Amaury en a fait connaissance, aujourd'hui, j'ai pas de séquelles majeures. Mais ça se voit pas. Enfin, il y a rien qui se voit, en tout cas. Voilà, mais il y a ce qui s'appelle des handicaps invisibles, qui d'ailleurs touchent beaucoup de gens. J'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et aujourd'hui, je me suis mis aussi un peu à témoigner, parce que c'est la vie de tout le monde, et il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me discutent de tous leurs problèmes. Je m'aperçois au passage que tout le monde a des problèmes, mais la grande société dans laquelle on est une société de jeu de rôle, une société de performance, une société où on n'a pas le droit de montrer ses vulnérabilités ou ses limites de performance. Et moi, ça m'a paru important, parce que ça permet à certains de libérer la parole et d'avancer, et au passage de parler d'énergie. Ouais. Non, mais trop bien, on va pouvoir en parler. Et juste avant d'arriver sur cette question de l'énergie, donc, tu as eu quasiment 1 an, en fait, entre ton accident en mai 2021 jusqu'en avril avec le ski, de prise de conscience de tout ce qui t'est arrivé ce jour de mai 2021. On parle quand même d'un cœur qui s'est arrêté pendant 53 minutes. Moi, sur le coup, du coup, tu t'en es pas rendu compte, mais c'est quand même un moment un peu incroyable. Tu prends conscience dès que tu sors du coma que t'es un miraculé, physiquement, c'est une expérience. Alors, en fait, la prise de conscience, ça se fait petit à petit. Ouais. Alors, il faut savoir déjà que pendant très longtemps, j'étais un poisson rouge. Et donc, ma femme me racontait l'histoire. Et comme les enfants, elle me la racontait tous les soirs, tous les matins, parce que je l'oubliais. Et j'avais oublié le soir qu'il m'était arrivé ça. Donc, c'est dingue. Et effectivement, 53 minutes, les médecins aujourd'hui peine à l'expliquer, parce qu'en fait, pour ceux qui ont fait des formations aux gestes de premier secours, on savent qu'ils ont d'abord 2-3 minutes max pour faire les gestes de premier secours, sans quoi la personne... d'ailleurs, faites un test là en temps réel, faites une apnée de 3 minutes et voyez dans quel état vous allez être. Et puis derrière, en fait, le massage, 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, on dit attention, parce qu'en fait, les séquelles, en général, sont terribles. Alors moi, je pense que le miracle absolu, c'est que le médecin Alexandre m'a dit: je t'ai vu passer du blanc au rose, et il est probable que ce qu'on appelle le flow, donc l'irrigation du cerveau par le cœur, le no-flow, donc pour moi, a duré peut-être 5-6 secondes. Donc faire une apnée de 5-6 secondes est probablement le truc incroyable, parce qu'il n'y a personne qui a un massage cardiaque au bout de 5 minutes d'arrêt cardiaque, quoi. Voilà, et c'est ça qui est complètement de dingue. Et après, la prise de conscience, pour revenir à ton point,
Ça se fait progressivement parce qu'en fait, il y a cérébralement et puis il y a ton corps. Et ton corps, le temps qu'il admette et qu'il comprenne et que tu fasses de cet accident une partie de ton histoire, une partie de toi-même, de ton identité et que tu l'apprivoises complètement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, pour moi, j'aurais mis 1 an, ce qui est en même temps extrêmement rapide. Il y a plein d'autres personnes qui vivent ce genre d'expérience. Et puis, en fait, le plus long, je dirais, c'est que c'est le deuil. En fait, t'as plein de deuil à faire. Quand j'étais sur mon lit, on me dit tu feras plus de vélo, tu seras plus capable, etc. Donc, je refais du vélo, mais je peux plus faire des courses comme avant. Puis d'ailleurs, j'en ai plus envie. Mais parce que j'en ai plus envie et je fais du vélo, c'est parce que j'ai fait le deuil de la performance et d'être toujours dans des courses à faire plus fort, plus haut, plus loin. Et en fait, t'as plein de deuils à faire, des deuils d'une certaine façon de vivre, des deuils de rêves que tu voulais faire et qui se réaliseront pas. Il y en a plein qui sont réalisés. Alors, je regrette rien de ma vie passée. Elle m'a offert plein de choses et je l'adore. Et d'ailleurs, je pense qu'elle était constitutive de mon déni. C'est que j'aimais tellement ma vie d'avant que je voulais revenir comme avant. Mais aujourd'hui, si je viens et je témoigne, c'est que le deuil est fait et que j'ai une chance inouïe, non pas d'avoir une deuxième vie, c'est toujours ma vie, mais je la vis pleinement maintenant. Oui. Et je suis vraiment dans la vie et être libéré de toutes les contingences et un peu les formatages aussi, il faut bien le dire. Oui. Quand on est dans cette première partie de vie, c'est un truc incroyable. Et comme me dit un pote, il me dit, tu te rends compte, ça t'arrive à 45 ans et tu as encore toute la vie devant toi. Oui. Et il y en a qui réalisent ça à 75, 80, 85 ans et la vie derrière eux. Et toi, tu vas pouvoir faire de belles choses et de grandes choses. Sûrement. Et je pense que si le miracle a eu lieu, c'est que peut-être qu'au-delà, tout là-haut, on est venu me chercher pour faire des belles choses. Et maintenant, se mettre à l'écoute et d'écouter les signaux et se mettre au service, c'est une source de joie incommensurable. Ouais, une belle vision de se dire que c'est plus peut-être de responsabilité que de droit maintenant d'avoir un peu pas cette seconde chance, mais ce nouveau départ dans sa propre vie, quoi. Bien sûr, parce qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, dans les premières parties de vie, et puis quand on est entrepreneur, on fait des business plans, on est convaincu qu'on a le contrôle, on est convaincu qu'on maîtrise, et puis on exécute, et puis on y arrive, donc on se dit qu'on est vraiment très bon, quoi, et qu'on est fait pour ça. La réalité, c'est qu'on contrôle pas grand-chose, quoi, et c'est un peu violent à dire, mais c'est même pas de la provocation, c'est que en fait, on surfe sur la vague, on a juste le contrôle de l'état d'esprit avec lequel on vit les événements. Et quand il vous arrive des choses, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Ça est passé me voir il y a 2 ans, je vous disais que j'étais au fond du trou et c'était vraiment très mauvais ce qui m'arrive. Et en fait, aujourd'hui, je vous dis, j'ai de la chance parce que je vois les choses différemment. Le seul contrôle que j'ai eu, c'est de garder l'esprit positif, l'esprit qu'animent les entrepreneurs, cet esprit de toujours être capable d'eux et toujours pousser le bouchon plus loin. Mais c'est un esprit qui aime la vie, qui est un esprit qui est extrêmement énergisant au sens positif du terme. Et c'est probablement cet état d'esprit qui m'a emmené dans le mur, mais c'est également cet état d'esprit qui fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi. État d'esprit avec plein d'énergie, c'est... Parce que un an avant votre accident, sort le livre que tu as écrit, Votre énergie est inépuisable. Donc la notion d'énergie est une notion que tu as en tête depuis longtemps et que tu aimes beaucoup. De quoi vient ce livre? Donc je répète le titre, Votre énergie est inépuisable. C'est la notion d'énergie, en gros, si j'ai bien compris, tu dis que on nous apprend dans les écoles de commerce, dans toutes les écoles, à faire des business plans, à faire des decks, à être très performants. Mais pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont porté un peu les managers, les entrepreneurs, porter une équipe, porter une boîte, gérer leur énergie et donc gérer un peu l'énergie peut-être de la boîte parce que c'est peut-être eux qui tirent un peu, c'est un peu le cheval de trait. Ça, on n'en parle jamais et on sait pas faire et on sait pas la gérer. Ouais, exactement. Si on fait un petit flashback, en fait, à ta question, pourquoi j'ai écrit le livre, en fait, j'ai eu mon 3e enfant en 2007. J'ai 31 ans et puis je suis parti dans une nouvelle aventure, on a levé des fonds, etc. Et le 3e, il dort pas. Donc, je pense que ça doit parler à pas mal de tes auditeurs. Ouais. Et là, je me suis dit, et on commençait à s'engueuler avec ma femme, etc. Enfin, tout ça pour ça. Et là, je me suis dit, faut faire reset, là, faut repenser à un truc. Et donc, je me suis à ce moment-là beaucoup interrogé sur comment garder l'énergie parce que j'avais encore plein de projets, j'avais tellement envie de faire de choses que je pouvais pas rester scotché. Et puis, on avait envie d'avoir des enfants, donc il n'était pas question non plus de ne pas avoir d'enfants.
Et en l'occurrence, il était né, donc le sujet se posait plus. Et donc en fait, c'est là où je me suis interrogé et que j'ai post-rationalisé plein de méthodes, plein d'intuitions qui sont dans le livre. Et c'est vrai que en tant que dirigeant, quand on lève de l'argent, on va avoir parlé des hypothèses, on va parler des méga trends de marché, on va avoir parlé de comment on voit la boîte dans 2 ans, dans 5 ans, comment on va structurer l'équipe, mais on vous pose jamais la question, ok, super, et maintenant est-ce que tu as l'énergie de mettre tout ça en œuvre? On la pose jamais. De la même façon paraît naturel, en fait. Oui, ça paraît naturel. Ouais. C'est une évidence. Et c'est vrai que c'est une évidence. Parce qu'en flûte, à 20 ans, tu vas bosser, tu bosses cette nuit où on a tous révisé pendant la nuit, puis tu te reposeras pendant les vacances. Oui, c'est ça, ouais. Puis quand tu es jeune actif, tu te reposeras pendant le week-end. Vous avez remarqué déjà l'échéance, c'est un peu rapproché. Et puis à 40 ans, ça devient compliqué, quoi. Et puis à 50 ans, ça passe plus du tout. Et donc, en fait, là, on a appris que son énergie, et même quand on avance dans la vie, on lui donne une autre dimension, c'est la notion de santé, c'est une variable d'ajustement. Non, c'est pas une variable d'ajustement, c'est juste la pierre angulaire. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus de projet. Quand il n'y a plus de santé, il n'y a plus de projet. L'adage, c'est quand la santé va, tout va, quoi. Oui, mais sauf que quand la santé va, on ne se pose pas la question. Moi, je peux vous dire que les poignets, ça marche, mais quand il n'y en a plus, d'un seul coup, on se dit, mais comment il y a un problème. Et donc, en fait, l'énergie du cœur, j'en parle même pas parce qu'il n'y a juste pas de vie. Et donc, pour des entrepreneurs, c'est un job de sportif de haut niveau. Enfin, on a tendance à l'oublier, mais enfin, physiquement, c'est une injection d'énergie de malade. Mais il n'y a pas de champion olympique qui va pas bien, qui est malade. Il y a que des champions olympiques qui sont en pleine forme. Et donc, comment faire de son énergie et de faire de sa santé un actif au service de sa performance quand on est notamment entrepreneur et jeune, comment prendre pleinement conscience que c'est un levier et qu'il faut l'entretenir et qu'il faut le gérer comme un actif. Et c'est vrai qu'on on l'a tellement pas appris que l'énergie, quand vous levez de l'argent par exemple, elle est où dans le bilan de la boîte ? Elle est où dans le compte d'exploitation de la boîte ? Elle est nulle part, ça n'existe pas. Et pourtant, personne n'y fait attention. Et donc moi, à un moment donné, sur le LBO, j'ai fait une expérience, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait une personne qui faisait très attention à votre énergie, votre santé, c'était votre assureur. Parce que quand on lève des quelques millions pour emprunter une boîte, là, il s'agit tout de suite d'avoir une assurance pour assurer l'emprunt, comme quand vous avez un emprunt pour acheter un appart ou une maison. Et il posait des questions du coup. Il regarde tout, à la fois le cœur, les prises de sang, etc. Ah, puis après, il y a une petite évaluation aussi un peu psychologique pour savoir si vous êtes tendu, etc. Pour voir dans. Ah oui, à ce point. Oui, parce que eux, ils ont demandé par l'assureur. Bien sûr, eux, ils ont les stats. Donc, nothing personnel. Mais c'est juste que. Oui, non, mais ils ont raison. Enfin, voilà. Et donc, à 20 ans, il n'y a pas de sujet. À 30 ans, il n'y en a pas trop. À 40, on regarde un peu plus précisément. Puis à 50, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, on vous prête plus. Voilà. Donc, l'énergie, elle est au service d'une cause. Et c'est vrai que dans le livre, alors, ce que j'avais imaginé, c'est qu'en fait, on est une pile. Et votre pile, elle se charge, elle se décharge, un peu comme votre téléphone portable tous les jours. Et donc, qu'est-ce qui recharge la pile et qu'est-ce qui la vide ? Et donc, déjà, on va imaginer qu'on est le matin et la pile est bien chargée, elle est bien haute. Comment je dépense mon énergie ? Parce que je vais avoir des interactions avec plein de gens, avec d'autres gens qui sont positifs, et puis de certains qui sont négatifs. Donc, quand on est 2 personnes positives, on passe un bon moment, là, comme on est en ce moment, et on imagine plein de choses. Et on peut bâtir des projets et soulever le monde. Et enfin, ces entrepreneurs sont comme ça, et 2 entrepreneurs ensemble, ça fait toujours une discussion de dingue. Mais après, dans vos salariés, vous avez peut-être des gens négatifs. Oui. Et donc là, il vous appartient de prendre la décision de est-ce que vous leur donnez de l'énergie ou pas ? Parce que l'entrepreneur, c'est la station-service à énergie, elle met de l'énergie à tout le monde, à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires, à ses fournisseurs. Enfin, il n'y a que vous qui croyez en votre projet. Donc, avec vos associés, si vous en avez, faut alimenter tout le monde en énergie. Et puis, tout le monde vient biberonner en énergie tous les jours. Donc, il y a des gens que vous voulez donner ou pas. Et puis après, quand vous allez croiser des gens qui n'ont pas beaucoup d'énergie, si vous ne leur donnez pas, ils vont peut-être essayer de vous en prendre. Et alors ça, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. Je suis sûr que, Amaury, si je te dis un meeting où tu rentres dans la salle et qu'il y a une personne qui a un vampire d'énergie, et avant même t'aies parlé, il t'a déjà bouffé ton énergie, et au bout de 45 minutes passées avec lui, t'es sur les rotules alors que t'as à peine pas parlé, je pense que ça t'évoque quelque chose. Ce genre de... Voilà, oui, sans parler, c'est fou, ça peut arriver, c'est vraiment, même sans parler, on est crevé. Et même sans parler, juste physiquement, ça t'agresse, et puis ça peut être parfois dans ton cercle personnel, c'est pas nécessairement
ces gens-là, il faut les écarter. Alors moi, j'ai toujours mis un soin particulier dans mes recrutements. Je laissais les RH faire le recrutement des compétences pour voir si les gens étaient capables d'eux. Et moi, je testais juste l'énergie des gens et savoir si c'est un mec qui a de l'énergie, parce qu'un mec qui est positif, qui a de l'énergie et qui en donne... T'arrives à le sentir tu t'apprends et puis tu sens, et puis quand tu cherches que ça, tu vois si t'as passé une demi-heure avec la personne, et si tu sors et t'as la pêche, tu te dis que ce gars-là donne de l'énergie et on est dans un échange positif. Si tu te sens un peu plombé, il a peut-être des super compétences, mais t'en veux pas. Parce que sache que quelqu'un qui te plombe, toi, il va plomber tout le monde autour. Et donc, en fait, ton équipe, elle a besoin d'être championne du monde. Et pour être championne du monde, elle a besoin d'être en forme. Donc, si tu mets au milieu un gars qui vide de l'énergie de tout le monde, il sera pas championne du monde. Mais il a beau avoir des super compétences. Mais s'il plombe tout le monde, t'as beau avoir la même technique que Nadal, mais enfin, si tu cours pas derrière la balle, il se passera rien, quoi. Donc, c'est ce genre de choses. Et puis, pour pousser le concept jusqu'au bout, quand t'es en énergie négative, parce que toi-même, t'as donné tout le monde, et au bout d'un moment, ta batterie, elle commence à être un peu en état critique. Tu sais, comme sur les Apple, passer en mode économie d'énergie. Et là, comment tu te recharges? Et parce qu'en fait, comment tu trouves les choses qui te font plaisir, comment tu les isoles et que tu remets ton énergie en boucle vertueuse, parce que ton problème à ce moment-là, c'est que tu vas aller te recharger sur les autres si tu fais pas attention. Et quand tu es marié, que tu te recharges sur ton mari ou ta femme, c'est pas possible, parce que là, ça fait pas un échange vertueux et ça va direct dans le divorce. Si tu te recharges sur tes enfants, et oui, soyons honnêtes, quand tu rentres et ça te saoule, ça pleure, etc. Mais que ça pleure, c'est qu'il veut juste que sentir que tu es là. Et au moment où tu es en train de faire un câlin pour le mettre dans son lit, mais que tu es en train de faire des tableaux Excel dans ta tête, l'enfant, il le sent, ça. Et donc, tu le mets dans le lit, bonne nuit, puis 10 minutes après, ça repleure. Il fait chier. Mais non, c'est que t'es pas dans le flux. Et en fait, il faut arriver à donner et se mettre en position de donner. Donc, là, je donne pas des leçons, c'est juste un témoignage. Parce qu'on est tous exposés à la même chose, et quand t'es fatigué, t'en as marre. Mais justement, prendre conscience qu'on a marre, se faire un sas de décompression, certains c'est le sport, l'autre le piano, la peinture, peu importe, prendre une bière avec des copains, pour peu que ça dure pas 3 heures non plus, mais c'est des sas qui font que tu arrives à la maison, tu t'es rechargé avec ton minimum vital, et donc tu peux avoir une relation positive avec ta femme ou ton mari, et tu peux avoir une relation également vertueuse avec tes enfants et les emmener plus haut. Voilà. Et finalement, ça, c'est un peu tout ce que j'ai terrorisé. Alors dans le livre, c'est principalement un témoignage. Il y a plein d'exemples, il y a plein de petites anecdotes et des petits tips aussi. Mais bon, c'est pas, je suis pas coach, je suis pas expert, je suis pas tout ça. Mais il y a plein de scènes, quand tu les lis, ça devient évident. Ça met des mots sur des ressentis. Excellent. Et toi, c'est quoi tes sas de décompression, du coup, que tu avais Alors moi, je faisais justement beaucoup de vélo. Parce que le vélo, en plus, c'est un peu c'est pas le sport cliché des entrepreneurs, enfin des chefs, un peu le vélo. Si je prends l'image un peu, on voit c'est Geoffroy Roux de Béziers, donc qui en fait pas mal. Sarko, on voit Sarko à vélo. Alors écoute, je reconnais amplement que c'est le cas. Sauf que j'en fais pratique aussi. Non, mais moi j'en fais depuis que j'ai plus de 16 ans, et à l'époque c'était un sport de beauf, et je me baladais avec des maillots sport 2000 et Volvic, et tout le monde se foutait de ma gueule, parce qu'à l'époque ce qui était classe, c'était le tennis et le golf. Et là aujourd'hui, en fait depuis la période Lance Armstrong, qui a amené beaucoup de technologie, etc. C'est devenu voilà, quand j'étais étudiant, je vendais des vélos 10 000 francs. Et alors là, on bavait tous dedans, et maintenant ça vaut 10 000 euros. Voilà, donc et on rappelle qu'un franc n'est pas égal à un euro. Voilà, j'ai toujours été dans le vélo, et ça m'a toujours passionné. Et en fait, c'est un caractère hypnotique. Tu pars à la campagne, tu peux passer 4 heures sur un vélo. Je travaillais, je faisais mes presses sur mon vélo, je trouvais mes storytelling, etc. sur mon vélo. Donc c'était le caractère hypnotique qui fait sortir les idées, et moi ça m'a porté beaucoup. Voilà. Et est-ce que c'est pas un peu aujourd'hui bizarre de parler de faire attention à la santé ou à l'énergie des entrepreneurs, c'est pas ou des chefs d'entreprise, c'est pas forcément le truc à la mode, ou justement on n'en parle jamais, c'est pas,
on se dit, c'est normal, c'est leur rôle, ils l'ont voulu, ils sont chefs, ils ont lancé, ils avaient pas que, ou ils avaient pas qu'à. Je sais pas si c'est très clair ma question, mais ce côté où, en fait, personne s'en soucie. Et justement, c'est ce que tu essayes peut-être de montrer avec ton livre. C'est ce que je te dis, c'est que c'est effectivement, c'est une variable d'ajustement. Parce que c'est une image très française le chef, c'est un peu le patronat. Et je sais pas si c'est peut-être. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais maintenant aussi, avec les jeunes qui sont entrepreneurs, mais comme tu l'as dit, tu l'as choisi. Et l'entrepreneur, tous les entrepreneurs en chient à un moment donné. Quoi. Voilà. Mais on régit pas tous pareil par rapport au stress, à la tension, en fonction du moment de sa vie, en fonction de si on est en couple, marié, avec des enfants, peu importe. On n'est pas tous égaux par rapport au stress et on n'encaisse pas tous de la même façon. Et moi, je pense que moi, je me shootais au stress. C'était un. Je pensais que c'était l'adrénaline. Ouais, c'était un stimulant parce que j'ai un côté un peu feignant. Je fais pas grand-chose si je suis pas stressé. Et donc, c'est ce qui me mettait en dynamique. Et en fait, là où il faut faire attention aussi, il faut être vigilant. Par exemple, pour moi, quand vous êtes avec deux motos, le premier qui est un sportif de foncier, plus c'est dur, plus c'est bon. Une séance où vous en chiez pas, c'est pas une séance. Donc, faut se taper dedans et se faire un peu mal. Et donc, s'il y en a mal, c'est justement un petit côté un peu jouissif et puis de l'emmener un peu plus loin. Donc, on prend pas vraiment conscience de la douleur, on prend pas vraiment conscience des limites de son corps. Et au contraire, c'est un exercice de l'emmener toujours plus loin. Tu as fait 200 km, et maintenant, on va essayer de faire 250. Tu as essayé de faire tant à l'étape du tour, maintenant, on va essayer de rentrer dans le top 500. Et donc, toujours plus haut, et ça s'arrête jamais. Mais ton corps, il suit pas. À un moment donné, il passe un âge où, en fait, ça se dégrade. C'est inévitable. Je crois que Ibrahimovic a pris sa retraite à 41 ans aujourd'hui. Je crois que tout le monde arrive à peu près à la même conclusion. Et puis, le deuxième moto, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, toute la journée, il règle des merdes. Toute la journée, il règle des merdes. Et donc, quand tu as des petits signaux faibles qui te disent ton corps, oui, attention, etc., tu le mets dans la liste des merdes. Et pourquoi celle-là serait plus importante que l'autre ? Pas vraiment, quoi. Et donc, en fait, tu as deux... on en parle dans le livre, les signaux faibles. Il faut vraiment être très sensible à ça parce que votre corps vous parle. Votre corps vous envoie des signaux et vous avez envie de les voir ou pas les voir. Et moi, j'avais vu conceptualiser et je pense que l'introduction en bourse, c'est quand même un truc en termes de tension et de stress un peu de malade. Et ça a emmené probablement les choses un peu loin, ou trop loin peut-être. J'en sais rien. Avec des si, on refait le match. Ouais. Mais le corps envoyait quand même avant l'accident, 15 jours avant, quelques signaux. Voilà. Mais maintenant... Et c'est dur de voir... Parce que tu as écrit ce livre du coup avant, on pourrait se dire, on en parlait avant l'enregistrement, mais on pourrait dire, voilà, t'avais compris comment fallait faire pour calmer le jeu, et en fait, il y a quand même eu... Tu conceptualises les choses, tu les post-rationalises, et même ma femme avait lu le livre et était d'accord avec plaisir, on avait réfléchi à pas mal de choses. Et en fait... d'abord, t'imagines pas, ça va pas bien que 15 jours après ou une semaine après, t'es mort. Oui. Ça, et heureusement, on avance pas. L'écart, il est tellement énorme que c'est même pas intelligible. Et puis après, se pose la question de ta gouvernance personnelle, ce qui est peut-être une dimension qu'il n'y a pas dans le livre, qui est que si tu t'es un peu en conflit d'intérêt avec toi-même, c'est-à-dire que tu devrais prendre des décisions, mais tu négocies avec toi-même, puis on va aller un peu plus loin, parce qu'en fait, la décision que tu as à prendre, qui est en rupture, elle a un coût au changement qui est démentiel. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Moi, je suis hyper admiratif. Et puis après, si tu n'es pas capable ou tu te rends pas capable, etc., la petite musique, elle continue et jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Alors, moi, ça a été une rupture XXL, mais en fait, il y a plein de gens, j'imagine, autour de toi, enfin, autour de moi, tout ce qui est burn-out, etc., reprenez l'histoire d'un burn-out, 1 mois, 2 mois avant, vous voyez bien que la tension monte, vous voyez bien que le chef ou la chef est devenu insupportable, vous voyez bien que physiquement, l'eczéma sort ici, le truc, enfin, il y a plein de signaux, et puis ça pète. Voilà. Et du coup, tu disais savoir, avec la gouvernance, etc., mais savoir aussi avoir des gens autour de soi, on accepte qu'ils nous disent stop, enfin, des personnes de confiance, un peu, où on dit, OK, dès que celle-là va nous faire warning, on l'écoute vraiment, quoi. Ouais, alors c'est une hypothèse, parce que j'en suis pas bien certain, mais en fait, qui autour de soi est capable d'avoir une personne,
un personnage, une, qui a le pouvoir de dire qu'on légitime et qu'on a envie d'écouter et qui déclenche une décision. Bah, si tu as ça, c'est formidable. Mais il faut ça, parce que sinon tu roules, tu te rends pas compte et tu brûles les barques en arrivant sur l'île, quoi. Ouais, mais c'est vrai que si on ajoute à la fois un côté entrepreneur, donc avec toutes les caractéristiques qui vont avec, un côté peut-être aussi, je sais pas si c'est très propre à l'homme, mais cet orgueil un peu masculin de pas avouer ses faiblesses, de pas vouloir, d'être toujours plus loin, de repousser un peu les limites physiques, psychologiques. Ouais, ça marche pour le féminin aussi. Oui, ça marche pour le féminin, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a un combo qui fait, bah, on n'a jamais envie de s'écouter, pas de s'écouter, mais on se dit, bah, oui, je peux, comme tu dis, je peux toujours aller un peu plus loin, bon, allez, là, je peux repousser encore un peu, je peux dormir un peu moins, ce week-end, je peux encore bosser, enfin, en fait, on s'écoute jamais, et c'est comme s'il fallait vraiment qu'on ait tous notre claque, plus ou moins XXL, pour un moment. C'est ça, de toute façon, bon, moi j'ai 47 ans aujourd'hui, je pense que je suis dans les tranches d'âge un peu pivot où on prend conscience des choses. Avant, on est quand même au taquet, et j'ai rien contre être au taquet. Ouais. D'ailleurs, moi j'y ai été et je suis super content de l'avoir été, et puis j'encourage tout le monde à l'être, hein. Donc je suis pas du tout en train de cracher sur ma vie d'avant. Au contraire, je l'adorais, et d'ailleurs je pense que je l'adorais tellement que c'est ce qui m'a fait faire un énorme délit d'accident pour pouvoir revenir comme avant. Mais tu t'aperçois qu'en avançant dans l'âge que en fait il y a plein d'accidents à droite à gauche. Ici le cancer du sein de la femme, là un enfant malade ou mort, là les parents qui disparaissent, et puis d'un seul coup on se dit mais le suivant sur la liste c'est moi. Enfin, la vie, elle est faite de telle sorte qu'elle t'invite à réfléchir dans le long terme. Et en fait, notamment j'ai réfléchi à pas mal de choses, notamment par rapport à la mort, parce qu'en fait, on est dans une société, on ignore la mort. Mais en fait, on se prépare toute sa vie à mourir. Parce que s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est qu'à la fin, on meurt. Alors bon, dans une certaine religion, la mort de la mort, puisque c'est le thème de certains transhumanistes, nous on l'a déjà, donc c'est magnifique. Mais en fait, au moment où tu vas mourir, c'est notamment les exercices de Saint Ignace qui invitent à réfléchir à ça. Tu te vois sur la méditation sur une mort, tu vas mourir. Tu sais que tu vas mourir, là, et dans 5 minutes, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir ? Qu'est-ce que tu as envie ? C'est quoi les sentiments ? Et puis quand tu t'es amené, etc., pendant plusieurs jours à t'enfoncer dans la retraite, mais tu te sens mourir, là, tu te sens partir. Mais tu n'as pas envie de regret, tu n'as pas envie de remords, tu n'as pas envie de ne pas avoir dit je t'aime à quelqu'un. Et là, tu le sens, et là, tu te dis, mais ma vie n'est pas ordonnancée, là. Enfin, j'ai envie de voir les choses à la hauteur de ça. Et puis, tu fais une relecture de ta vie par rapport à ça. Et c'est une évidence, sauf que on est dans une société qui nous apprend à être dans le présent, de jouir du présent, de consommer dans le présent, de réussir, de satisfaire son ego dans le présent. Sauf que à l'aube de la mort, et on le dit dans certains passages de l'Évangile, tu sais pas quand ça arrive. Enfin, moi, ça arrivait très tôt, et ça a failli arriver peut-être complètement, partiellement, c'est rien, on va dire, mais d'autres très tard. Mais il faut être prêt en permanence et ranger sa vie pour faire en sorte que tu peux mourir à n'importe quel instant. Ça peut paraître des propos un peu décalés, un peu fous, mais pourtant, c'est bien ça le sens. Et honnêtement, si je te dis, là, tu as quelqu'un qui t'a agressé, oui, tu as envie d'aller lui mettre un coup de boule et aller l'incendier. Mais si je te dis, écoute, tu vas mourir dans 5 minutes, tu vas me dire, ouais, je sais pas trop le sujet, on va penser à ça. Voilà. Finalement, tes priorités sont faites, et tu vas aller mettre ton énergie sur les bonnes choses. Donc, pour faire un lien avec le livre, donner son énergie au bon combat, c'est une façon aussi de se recharger, parce que aller se décharger sur quelqu'un, c'est gaspiller et voler de l'énergie. Voilà. Et ça, moi, j'ai fait l'expérience du lit de mort de cette manière-là. Alors, on va le dire à l'envers, parce que maintenant, j'ai des flashs de mon réveil. Okay. Bon, j'ai pensé tout de suite, à ma femme, que j'ai réclamé, mais comme je parlais plus, ils comprenaient pas que je voulais parler à ma femme. 2, à mes enfants. 3, à des gens de ma famille que j'aime et qui se déchirent. Et puis 4, à un lieu que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Et le reste, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que, tu sais, le samedi soir, avec des potes, tu prends un verre de vin rouge, là, et puis tu te dis, c'est important, tu l'emmèneras pas dans la tombe, etc. T'en es convaincu. Oui. Et puis, sauf que le lundi matin, tout le monde repart au turbin et oublié, quoi. Oui. Et les tranches d'âge, c'est important d'oublier et puis d'y aller, parce que si tu y penses, tu n'avances pas, quoi. Oui. Mais quand tu progresses dans la vie, tu vois la valeur de ça, la sensibilité que tu as par rapport à ça. Et c'est là où
je me dis que j'ai eu la chance d'être éveillé finalement assez tôt à cette forme de sensibilité. Et j'en remercie le ciel. Oui. Du coup, ton rapport à ta femme, tes enfants, tu sens que est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à transmettre en tant que père à tes enfants, ce regard maintenant un peu sur la vie, la mort tu étais déjà père depuis pas mal d'années quand c'est arrivé. Mais est-ce que du coup, tu as l'impression ce que tu as envie de transmettre en tant que père, ça a changé quelque chose? Déjà, à commencer par ma femme, tu sais, quand... Parce qu'elle a failli te perdre, en fait, surtout. D'abord, elle a failli me perdre, mais quand t'es les poignets brisés, en train de manger des médocs, t'es un poisson rouge, tu bugs le soir, tu bégayes, enfin, t'es un peu au fond du trou quand même. Hein. Et t'as ta femme, t'as jamais imaginé lui demander de s'occuper de toi et dans des situations humiliantes parce que t'as pas de bras, t'es pas bien. Et quand je me souviens de lui avoir dit, mais moi, si tu vois les choses dans la vie différemment, et enfin, je sais que tu t'es pas marié avec ce que je suis aujourd'hui, et de m'avoir répondu magnifiquement, mais t'es con, quoi. Simple et efficace. Simple et efficace, mais qui a tellement plus de puissance que le oui qu'on se donne le jour où on se décide de se marier. Moi, c'est un fait, tu vois. C'est-à-dire que quand tu te maries avec quelqu'un, tu te dis toujours, j'espère que quand ce sera dur, je serai, voilà. Et là. Tu as expérimenté, quoi. Tu sais, et tu sais pour ta femme. Et moi, je suis admiratif de tout ce qu'elle a fait pour moi et d'avoir eu le courage. Parce que moi, je me souviens de rien de mon accident, donc finalement, c'était très facile. Mais elle, on lui a annoncé 3 fois j'étais mort et qu'il fallait qu'elle reste à côté de son téléphone. On l'appelait. Elle a fait elle a eu la souffrance. Elle a eu. Et puis surtout, elle a pris la décision de me dire je le ramène à la maison, puis je vais organiser la rééducation, alors que tu récupères un légume à la maison, elle n'était pas obligée. Donc c'est tout à son honneur et c'est l'amour que tu exprimes. Là, d'un seul coup, tu sais que ta femme est capable de faire tout ça. Je peux te dire que ça te donne une grande humilité par rapport à la vie et tellement de grandeur pour la personne qu'elle est. Donc, oui, ton mariage probablement ressort renforcé dans le sens où il a tout le sens que tu souhaitais avoir et qui s'exprime là devant toi. Et c'est beau, quoi. Oui. Voilà. Et la question des enfants, c'est plus dur parce que moi, j'ai 3 garçons et une fille. Chacun a vécu les choses un peu différemment. Mon fils aîné, il avait 18 ans, il était majeur, donc les médecins lui ont tout balancé dans le nez. Oui. Je dirais que pour des garçons, ça a peut-être libéré un peu mon papa, ce héros. Oui. Ils sont à devoir prendre leur vie en main, à devenir responsables. Papa qui protège, et puis s'il y a une merde, papa, il y aura toujours une corde de rappel. C'est sûr que je serai toujours là, mais peut-être pas de la même forme qu'avant. Et ça fait papa héros, papa coach, quoi, parce que là, aujourd'hui... ma force, c'est de venir témoigner, de raconter des histoires. C'est plus de faire des trucs extraordinaires comme on les fait sur la hiérarchie des succès communément admis dans la société. Donc, ils voient leur père différemment aussi, quoi. Donc, c'est des nouvelles formes de relations. Et au début, j'avais honte. Parce que quand tu bégayes et que t'es pas capable de parler à tes enfants parce que tu n'y arrives pas, c'est très frustrant. Je vivais très, très mal. Et en fait, des enfants, ça te juge pas. T'es le père, t'es la mère, et ils aiment leur père, ils aiment leur mère, et à aucun moment ils se disent papa il est devenu fou, il est devenu débile. Et quand j'ai compris ça, ça a été aussi un super médicament pour arriver à avancer sur le chemin de la convalescence. Maintenant, on fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui trouvent leur chemin. Je pense que moi, j'ai eu un coup de bambou sur la tête assez tôt pour vivre et rentrer dans la vie. Et peut-être que d'une certaine façon, l'ont vécu aussi de cette façon-là et auront un chemin qui est le leur et dont ils sauront faire fructifier positivement cette aventure, quoi. Trop bien. Je vois le temps qui passe, on pourra en parler encore des heures, tout ça, c'est quand même vraiment un témoignage assez fou et où on a pu balayer pas mal de choses, surtout ce que tu as vécu, ton accident, sur l'énergie, et je pense une belle leçon. C'est vrai qu'on peut dire 45 ans de vivre ça, c'est vraiment 45 ans, c'est un peu la moitié d'une vie, quoi. Enfin, on pourrait se dire 90 ans. Alors après, tu vois, je
je suis pas dans la notion de résilience. Ouais. Je suis pas dans la notion de rebond. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs sur LinkedIn où on est là-dedans. Ouais. J'aime ta force d'âme, etc. Alors, je suis pas du tout là-dedans et j'aimerais pas avoir des commentaires sur ton podcast qui disent non. Je suis plutôt dans un partage de la joie, de la vie. Et puis tout ça emmène aussi vers un moment donné vers le spirituel, parce que c'est un miracle. Enfin, personne n'arrive à mettre en équation ce qui m'est arrivé. Donc, t'as une quête aussi de quelque chose de plus grand, de prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. Certains me disent, t'es croyant ou pas croyant? Moi, je leur dis, là, si tu veux, avec ce qui m'est arrivé, j'ai pas besoin d'être croyant. Je sais, quoi. Donc, après, chacun cherche la bonne porte, etc. Mais on est tout petit dans cet univers et ça nous ramène aussi à cette humilité. Donc, c'est plus ça que j'ai envie de transmettre. Parce qu'en fait, c'est ça le sens de la vie. Et pas du tout, je suis résilient, je me bats, je lâcherai pas. Je pense que, au contraire, c'est à force de pas lâcher, c'est ce qui m'est arrivé, mais pareil, c'est le sens de la vie. Mais il y a rien d'extraordinaire dans la résilience. Il y a témoigner de la sensibilité, de l'amour qu'on reçoit et d'être capable de le transmettre. C'est ça le message clé, quoi. Et ça, par un entrepreneur comme ça, c'est parce qu'on a l'habitude d'entendre un entrepreneur, donc c'est ça qui est chouette. Voilà, et puis je suis pas fou, je reste avec des enfants, un pied dans le monde moderne, je continue à aider des boîtes, donc au contraire, c'est symboliquement, quand j'étais dans le coma, il y avait plus que 2 organes qui fonctionnaient, le cerveau et le cœur. Tous les autres, c'était à 32 degrés, ils sont endormis pour laisser justement le temps au cœur et au cerveau de se nettoyer, parce que les séquelles, c'est les toxines qui vont dans le cerveau et ça te fait des trous dans le cerveau, donc il faut les laisser là. Et le cerveau et le cœur, tu as plein de trucs de management aujourd'hui. Et moi, je pense que j'étais un entrepreneur très, très cérébral, quoi, avec un management très par le cerveau. J'étais un peu robot, mais déjà avec une appétence pour le cœur, parce que votre énergie est inépuisable. C'est quelque chose qui est tourné là-dessus. Mais maintenant, de comprendre la puissance du cœur, c'est un truc incroyable. Ça rééquilibré. Mais plus qu'équilibré. C'est-à-dire que symboliquement, revenons, quand il n'y a plus que 2 organes, le cerveau, il a besoin du cœur pour vivre. L'inverse, c'est pas vrai. Et s'il en restait qu'un, c'est bizarre, quoi. Voilà. Et donc, en fait, le cœur et faire confiance à son cœur, faire confiance à ses intuitions, faire confiance à ses émotions, faire confiance pour en faire justement une force et non pas tout ce qu'on t'apprend, des problèmes, etc., et mettre tes émotions parce qu'il n'y a que le cerveau qui décide. Apprendre à prendre une décision sans avoir rationalisé parce que tu penses qu'elle est juste et tu la sens alignée, c'est un truc qui est génial, quoi. Voilà. Et en fait, ton cœur, il se trompe rarement. Mais ton cerveau va dire, oula, attention, t'es bien conscient de ce que t'as pris, là, c'est pas très raisonnable ce que tu fais, t'as pas pesé les plus, les moins, les conséquences à moyen terme, etc. Non, mais je le sens, ça me fait du bien, donc on va aller comme ça. Oui, s'il y a la paix et la joie du cœur, c'est que c'est bon signe. Ouais, exactement. Les bonnes clés de discernement. Trop bien. Un grand merci, Nicolas. Je rappelle juste le titre de ton bouquin. Donc, votre énergie est inépuisable et que vous pouvez retrouver, j'avais noté sur énergie-inépuisable.com. Voilà, c'est le site de l'éditeur parce qu'on peut trouver ça sur Amazon. Mais bon, Amazon, voilà. Ça prend la moitié, ça laisse un peu d'argent à l'éditeur, à l'auteur. Voilà. Et après, il y a des dividendes pour Bonhomme, donc merci beaucoup. Voilà, puis comme ça arrive sur l'éditeur, je peux même dire que si ça... du coup, je prends les bouquins et je fais des dédicaces. Voilà, exactement. J'espère avoir la mienne juste après. Et je vous tiendrai au courant. Non, un grand merci, Nicolas. C'était passionnant, histoire de fou. Et donc, je vous invite tous à, soit parce que tu témoignes du coup assez souvent. Quand on m'invite, je chercherai pas en particulier. Invitez Nicolas si vous avez un endroit pour le faire témoigner, en tout cas, ou lisez son bouquin Votre énergie est inépuisable. Et merci pour ces messages très forts. C'était passionnant et lourd de sens. C'est déjà la fin de ce podcast, messieurs. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de mettre une bonne note sur le podcast, de vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez. Et on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, bonne navigation dans vos propres vies. Tenez bon la barre et bon vent.